Une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche lundi 25 novembre 2019 avec Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, Institut de Relations internationales et stratégiques, et de l'école IRIS Sup, et auteur de nombreux ouvrages ayant pour thème les relations internationales, les questions nucléaires et de désarmement, les rapports de force entre les puissances, l'impact du sport dans les relations internationales, le conflit du Proche-Orient et ses répercussions en France. Il y présentait l'Atlas des crises et des conflits, dont il est le co-auteur avec Hubert Védrine, paru aux éditions Armand Collin. Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est bien de se retrouver avec une salle assez remplie là, pour un après-midi. C'est pas toujours évident de se libérer. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pascal Boniface, dont on va y revenir tout de suite. On va parler tout de suite donc, de ces fameux atlas des crises et des conflits. Auparavant, je tiens à remercier effectivement la librairie Ombre Blanche de nous avoir invités. Je dis nous, vous allez voir pourquoi tout de suite, nous avoir invités à participer à ces débats en tant que partenaire au titre des Amis du monde diplomatique. Bon, le monde diplomatique, bien sûr, c'est des sujets qui le préoccupent particulièrement. Je dirais qu'ils font partie de son ADN, pour utiliser. Puisqu'on a aujourd'hui donc Pascal Boniface, et samedi matin, avec les Amis du Diplo aussi, vous avez à 11 heures ici même, Bertrand Badi qui viendra parler de son livre « L'hégémonie contestée », qui complète sans doute le propos d'aujourd'hui. On va y revenir. Alors, je vais quand même donc présenter, s'il était nécessaire, à nouveau notre interlocuteur, parce qu'il est quand même assez connu, Pascal Boniface, donc, qui est directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, qui enseigne aussi à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8 et dirige en particulier donc, différentes revues, mais en particulier la revue internationale et stratégique. Il a écrit et dirigé, vous avez écrit ou dirigé la publication d'une soixantaine d'ouvrages, d'après ce que j'ai noté, je ne les connais pas tous, bien sûr, ayant entre autres pour thème les relations internationales, la politique étrangère française, les questions de désarmement, dont certains de ces ouvrages sont devenus des classiques et ont été régulièrement réédités. Ce qui est d'ailleurs le cas de celui-ci sur l'Atlas des crises et des conflits, c'est la 4e édition. Donc, pouvez-vous déjà nous dire un mot sur ce qui caractérise cette nouvelle édition par rapport à la précédente? Voilà, on va peut-être attaquer là-dessus. Oui, bien, bonjour à tous. Je suis vraiment heureux d'être ici. La réputation de la librairie Ombre Blanche n'est plus à faire. Moi, quand je viens à Toulouse, je fais toujours un tour, enfin plusieurs tours, parce que comme il y a plusieurs boutiques, on fait plusieurs tours. Et je pense que c'est important de garder des librairies qui sont des espaces culturels, qui ne sont pas des choses où on appuie sur un bouton pour commander un bouquin, ce qui crée de la souffrance au travail, ce qui crée de la pollution en termes de livraison, etc. Et donc, il y a un tissu de librairies actives qui se maintiennent. Je crois que c'est vraiment important pour la vie des idées, pour la vie culturelle, parce que c'est vraiment différent par rapport effectivement à Amazon, etc. Et donc c'est vraiment très bien que des grandes librairies comme Ombre Blanche, c'est bien sûr plus facile pour des grandes librairies que pour des petites structures, permettent d'avoir un choix de livres qui est vraiment très, très fort, qui est presque autant que sur Internet, et permettent ces contacts, permettent une discussion avec le spécialiste qui est en rayon, qui peut vous guider, avec le voisin qui vient lui aussi acheter, et du coup on discute sur un livre, et c'est ça la vie sociale, et également des conférences de ce type, avec une politique vraiment très active, puisque j'ai cru comprendre, enfin quand j'ai vu le programme, il y a non pas des conférences tous les jours, il y a plusieurs conférences chaque jour, ce qui est encore plus important. Alors pour revenir à votre question, effectivement, on s'est lancé il y a maintenant plus d'une dizaine d'années avec Hubert Védrine dans la confection, dans la rédaction d'Atlas. On a 2 atlas, on a fait un atlas de la France, mais qu'on n'a pas arrêté parce que il n'a pas eu autant de succès que les 2 autres. Et nous avons 2 atlas, l'atlas du monde global qui a été le premier, et l'atlas des crises et des conflits que l'on a fait l'an d'après, mais qui en est à sa 4e édition, ce qui est un peu inquiétant. Parce que ça veut dire qu'il y a un besoin d'actualisation assez important et qu'il y a aussi une curiosité du public qui est très importante. Donc en fait, le plus dur a été de faire le premier parce que c'est un travail de fondation. Ensuite, c'est pas uniquement refaire la peinture parce que il y a heureusement des conflits qui s'éteignent et que l'on met de côté, mais malheureusement, il y en a d'autres qui se créent, dont on ne parlait pas lors des précédentes éditions et que l'on doit créer tout simplement comme entrée. Et puis des remises à jour parce qu'on essaye toujours d'être
Alors, au plus près de l'actualité, on va pas lancer tous les communiqués de l'évolution des conflits, etc. La structure du livre, elle est assez simple et elle est restée la même depuis la première édition. Il y a tout d'abord un arrière-plan historique ancien, parce que les conflits n'arrivent jamais par hasard. Il y a toujours des racines historiques importantes et chaque pays a son ADN. Et donc, si on n'a pas, si je prends par exemple le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, si on ne plonge pas profond dans l'histoire de savoir que Kiev a été un peu au début de la naissance de la Russie, de savoir ce qui s'est passé lors de la création de l'Union soviétique, lors de la dissolution de l'Union soviétique, on ne comprend pas très bien ce qui se passe aujourd'hui. Aussi, et excusez-moi, j'ai l'esprit de l'escalier, pourquoi on a fait cet atlas? Hubert et moi, on est enseignants. Enfin, moi, c'est mon métier premier. Lui, il le fait annexement par la suite. Moi, c'est vraiment le cœur de mon activité. Et en fait, je vois bien en discutant avec les étudiants que les étudiants, comme les citoyens d'ailleurs, sont bombardés d'informations. Chaque matin, on ouvre la radio, bam, 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 c'est le carpet bombing d'informations, les chaînes d'infos permanentes, etc. Mais si on vous dit, par exemple, que Poutine a rendu des navires à l'Ukraine, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut strictement rien dire si on ne met pas ça dans un contexte plus global. Et donc, c'est un peu pour donner les clés des différents conflits, parce qu'on parle beaucoup des conflits, Sud-Soudan, etc., mais sans jamais que l'on puisse réellement les comprendre. Et donc, on a fait cet atlas avec l'ambition et le désir que chaque citoyen qui écoute un flash rapide d'information le matin, s'il a entendu parler d'un conflit, va consulter l'atlas et en 2 ou au maximum 4 pages, il en a les tenants et aboutissants. Donc voilà comment on a fait le travail en 3 parties. Les racines historiques anciennes d'un conflit. Ensuite, les racines, disons, l'actualité. C'est un peu un mélange, un jeu entre l'actualité et l'histoire. Sans l'histoire, on ne comprend pas un conflit, mais l'histoire ne suffit pas à expliquer. Il faut aussi avoir les connaissances sur l'actualité la plus récente, au cours des dernières années. Et puis ensuite, on a élaboré des scénarios dont on a toujours un peu la trouille que ça soit exactement à l'inverse. Alors on se protège en en mettant plusieurs, mais en même temps, on se dit, oula, s'il y a un scénario de surprise qui n'a jamais été prévu, etc. Bon, pour l'instant, on a été un peu protégé de cela, mais enfin, un jour ou l'autre, quelqu'un nous sortira en disant, regardez, vous n'avez rien prévu, etc. Ça doit forcément arriver. Et puis, et je veux le souligner, d'ailleurs, on a tenu à ce qu'il soit en couverture avec nous. On est tombé sur, pour les 2 atlas, aussi bien l'atlas du monde global, celui-là, on va le rééditer l'an prochain, que sur l'atlas des crises et des conflits, on est tombé sur un cartographe, Jean-Pierre Magnier, qui a vraiment un talent fou. Alors, il nous donne des sueurs froides parce qu'il est toujours un peu en retard. Nous, on a fait nos textes et lui est toujours un peu en retard. Donc, entre l'éditeur, nous, on se dit, bon, comment on va lui dire qu'il faut se manier un peu sans trop le braquer? Parce que si tout d'un coup, il n'a pas du tout qu'il a mauvais caractère, c'est un type adorable, mais si on lui met trop la pression, il ne va pas arriver jusqu'au bout. Donc, c'est un équilibre. Mais il fait des cartes absolument géniales. Parce que la complexité d'une carte, c'est elle doit beaucoup dire, mais ne pas trop en dire. Et je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais moi, trop souvent, je vois des cartes qui sont trop surchargées. Et il y a une sorte de pléthore d'informations, mais je dirais trop d'informations tue l'information. Si on dit trop de choses, on ne dit plus rien. Et nous, une fois encore, on veut faire un atlas pédagogique. Et quand je dis pédagogique, ça ne veut pas dire rébarbatif. On peut être pédagogique sans être rébarbatif, du moins, c'est ce que j'essaye d'être depuis une quarantaine d'années dans mes cours et je crois y réussir à peu près. Donc pédagogique, ça veut dire accessible. Ça veut dire ne pas se cacher derrière un jargon de spécialiste pour être sûr que seuls quelques collègues nous comprennent et que... Parce que ma conviction profonde, peut-être plus encore qu'Hubert, mais ça vient de nos parcours différents, c'est que la géopolitique n'est pas réservée au 7e arrondissement de Paris. C'est que la géopolitique, ça concerne tous les citoyens. Et déjà, vous êtes une preuve vivante. C'est que la géopolitique, elle est partout. On ne peut plus ignorer les questions géopolitiques. Vous savez que la géopolitique est rentrée en classe de première, au programme de première cette année au lycée, et qu'elle va rentrer en classe de terminale l'an prochain. Et je dis souvent, parce que moi je parraine toujours, j'étais au lycée de Mantes-la-Jolie au Val-Fouré quand j'étais lycéen, donc je suis le parrain de ceux qui font la convention ZEP pour tenter Sciences Po, je les vois plusieurs fois dans l'année, donc ils sont contents de m'avoir comme parrain. Et moi, le message, ils ont d'excellents profs pour réussir. Moi, ce que je leur dis, c'est que si j'y suis parvenu, vous pouvez, pareil,
C'est pas parce que vous avez... Alors bon, moi j'avais un nom un peu moins compliqué à porter que certains d'entre eux, mais j'avais à peu près les mêmes mauvaises adresses. Mais donc c'est pas parce que vous êtes de Mantes qu'il y a une barrière et ayez confiance en vous. Et donc la géopolitique, elle est maintenant partout au lycée parce que ce que je dis aux lycéens, c'est que quand j'étais au lycée, alors c'était au siècle dernier et pas à la toute fin du siècle, d'accord. Je préfère le dire qu'on me le serve autrement. On faisait de l'anglais. Il y avait anglais au lycée. Et on apprenait l'anglais pour avoir une bonne note, ou disons, pour avoir, bon, en vérité, pour avoir la moyenne, quoi, pas pour avoir une bonne note, pour être bon. Parce qu'on ne voyait vraiment pas à quoi servait l'anglais. Parce qu'aucun d'entre nous, avant l'âge il allait en Angleterre, et on connaissait aucun anglais. Donc, ouais, il y a peut-être les chansons des groupes, mais enfin, là, on avait les paroles, etc. Donc, l'anglais n'avait aucune autre utilité que de passer la barrière de la note pour passer en classe supérieure, puis au bac, etc. Maintenant, si on ne parle pas anglais, on est handicapé. Enfin, si on ne parle pas globish, quoi. Moi, j'ai un accent pourri, etc. Mais je circule. Je peux aller à peu près partout dans le monde, on me comprend. Et c'est obligatoire d'avoir l'anglais parce que le monde s'est ouvert et que donc vous allez à l'étranger en vacances, vous recevez, j'imagine qu'on entend parler anglais toute la journée dans les rues de Toulouse, etc. Eh bien, la géopolitique, c'est comme l'anglais d'avant. Auparavant, il fallait vraiment bien travailler l'anglais si vous voulez devenir prof d'anglais. Aujourd'hui, apprendre les rudiments de l'anglais, pouvoir circuler en anglais, est indispensable. Eh bien, la géopolitique, c'est pareil. Même si vous ne voulez pas devenir prof de géopolitique, même si vous ne voulez pas devenir expert de géopolitique, vous êtes bien forcé d'en avoir les éléments les plus rudimentaires. Parce que la géopolitique vous concerne au premier chef. Que si le conflit entre l'Arabie saoudite et le Qatar se développe un peu, si le détroit d'Ormuz est fermé, bah, c'est pas si loin que ça. Les répercussions sur votre vie quotidienne, elles seront immédiates. C'est pas qu'il n'y a plus de frontières, il y a toujours des frontières, on le montre dans le livre, et la plupart des conflits sont des conflits à propos de frontières, mais elles n'ont plus le même sens, et en tous les cas, le monde, il est surtout petit. L'actuelle vague de mondialisation dans laquelle nous vivons, c'est avant tout une formidable contraction du temps et de l'espace. Et donc, ce qui se passe loin nous concerne, et c'est pour cela que la géopolitique fait partie du bagage de tout citoyen, parce que ce n'est pas une matière facultative. Si on ne veut pas rester cloîtré chez soi, c'est une matière obligatoire. Alors effectivement, oui, c'est tout à fait vrai. C'est important d'avoir cette vision assez complète des conflits. Et dans ce sens-là, par exemple, puisque je l'ai parcouru assez complètement, plus que parcouru, lu en détail, et donc il y a des conflits qui sont oubliés, parce que cela, on n'en parle jamais à la radio le matin. Typiquement, le conflit avec l'Érythrée, il est tombé les oubliettes, alors que c'est un des pays effectivement les plus fermés actuellement. Voilà, donc ça permet effectivement aussi d'avoir cette actualisation. Et je reprendrai d'ailleurs les remarques. Il y a une recension dans le monde diplomatique, je vous le disais tout à l'heure là, sur le sujet. L'ouvrage permet de mettre en évidence les défis actuels et en livre un panorama qui en même temps donne à réfléchir, hein, parce qu'effectivement on a cette vision globale. Moi j'ai beaucoup apprécié la cartographie, effectivement. On passe pratiquement autant de temps, puisque le livre est présenté par double page, hein, il y a une page de texte et une page de carte sur chaque page, et on passe autant de temps à regarder la carte dans le détail, si on veut voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans, que à lire le texte, parce que le texte est synthétisé, donc il n'est pas très très long, il est facile à lire, tout à fait abordable et tout à fait pédagogique dans ce sens-là. Donc c'est assez intéressant. Et moi j'étais frappé par une chose, c'est quand on regarde sur ces cartes-là, le nombre de réfugiés qu'il y a dans le monde. Alors là, c'est assez impressionnant parce que vous avez des chiffres, alors c'est par centaines de milliers que ça se compte. Et en fait, c'est la deuxième question que je voulais poser au niveau des défis. Hein. Selon le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, le nombre des réfugiés dans le monde a dépassé celui issu de la Deuxième Guerre mondiale actuellement. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où les camps de réfugiés, c'est plusieurs millions, je ne sais pas combien exactement, de personnes. Alors, cette question des réfugiés, elle paraît être en soi un véritable défi posé à la communauté internationale aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez... Alors, c'est pas traité, encore une fois, c'est pas traité comme tel dans l'ouvrage, hein, mais chaque conflit est illustré par, en général dans les pays voisins, mais aussi dans des réfugiés intérieurs, hein, par des camps et le nombre de réfugiés qu'il y a dans chaque camp. Donc ça donne une idée, et une idée qui est impressionnante. On est très loin des chiffres de soi-disant réfugiés que l'on a chez nous, soi-disant tranquilles. Hein. Oui, il y a environ 25 millions de réfugiés dans le monde, et le nombre a grandi, notamment sous l'effet de la crise de la guerre civile syrienne.
où il y a quand même 6 millions de réfugiés. Mais ce n'est pas le seul pays. Il y a quand même plus de 3 millions de personnes qui ont quitté le Venezuela. Et donc là aussi, c'est une matrice importante du nombre de réfugiés. Et là, quand même, on voit, quand on critique le système onusien, heureusement que l'ONU existe. Heureusement que l'ONU existe, parce que si le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, n'existait pas, ces gens-là seraient livrés à eux-mêmes. Le taux de mortalité serait beaucoup plus important et les dégâts causés en termes humains seraient beaucoup plus importants. Et donc effectivement, aujourd'hui, beaucoup de conflits génèrent des réfugiés parce que les gens peuvent partir, ils sont informés et généralement la première chose qu'un réfugié fait quand il arrive à sa première destination, c'est demander une prise de courant. Pourquoi ? Pour recharger son téléphone. Parce que c'est comme cela qu'ils ont les informations, les contacts et les tuyaux pour essayer d'obtenir le mieux possible. Et alors, il y a toujours ce débat sur l'accueil des réfugiés, bien sûr. Et vous y faisiez allusion implicitement dans votre question. Soyons clairs, il n'y a pas une crise des réfugiés, il y a une crise de l'accueil. C'est pas une crise des réfugiés. Et on ne va alors là-dessus, je crois que sur les réfugiés, comme sur les migrations. Et je recommande l'excellent bouquin de Catherine de Wildon de Wenden, qui est la grande spécialiste des flux migratoires et de la question des réfugiés, qui vient de faire un atlas sur ce thème. Malheureusement, alors il est de bon ton de se méfier des experts, mais il faut distinguer la bonne, et la vraie et la fausse monnaie. Il y a des experts de pacotille, il y a de vrais experts. Mais sur la question des réfugiés, merci de me le signaler, sur la question des réfugiés, c'est là où ce qu'on entend dans les débats sur les chaînes d'information permanentes est le plus loin. C'est-à-dire qu'on invite des gens qui n'ont aucune compétence pour en parler, qui agitent sur les tréteaux, et on ne fait pas appel aux vrais spécialistes de la question. Alors, parfois, ils ne sont pas libres, parfois, ils n'ont pas envie de venir, mais c'est un des sujets sur lequel l'agitation, l'agite-propre a remplacé l'expertise, et que l'on dit n'importe quoi là-dessus. Si je prends le cas de l'Europe, il y a eu un pic, effectivement, en 2015, avec 1 million de réfugiés. Et là où il faut reconnaître les choses, c'est que Mme Merkel a paru très généreuse en les accueillant, parce que l'Allemagne, qui est en perte démographique, a besoin de main-d'œuvre. L'Allemagne est en situation de stress sur le plan de la main-d'œuvre, non pas qu'il y en a trop, il n'y en a pas assez, et que c'était très bien qu'elle les accueille, mais c'était aussi un petit peu intéressé, et surtout qu'elle l'a fait sans se concerter avec les autres pays. Et qu'il est de bon ton de critiquer l'Italie et la pousser à l'extrême droite de l'Italie, mais l'Italie, on l'a abandonnée tous. Les Italiens ont dû faire face seuls aux réfugiés qui étaient visibles, qui venaient par la mer, alors qu'auparavant, ils venaient par la terre et qu'ils étaient moins visibles. Donc, bon. Mais ceci étant, là, il y en a eu 1 million en 2015, l'an dernier, il y en a eu 160 000. On ne me fera pas croire que les 450 millions d'Européens ne peuvent pas partager le fardeau de 160 000 réfugiés qui viennent. Les réfugiés, généralement, n'ont pas choisi d'être réfugiés. Donc là, effectivement, c'est un exemple de ce que la soi-disant communauté internationale est incapable de faire. Alors, il y a des choses qui est faites. Le flux de réfugiés vers l'Europe a également diminué du fait de la Turquie et l'accord qui a été critiqué avec la Turquie, mais qui a en tous les cas largement tari le flux de réfugiés, mais qui permet aujourd'hui à Erdogan de dire, écoutez, si vous n'êtes pas content de ce que je fais dans le Kurdistan syrien, c'est simple, j'ouvre les camps et vous en voulez combien ? Donc c'est effectivement un moyen de chantage pour Erdogan sur les pays de l'Union européenne. Ça, c'est effectivement une situation. Alors, je profite de l'opportunité. Il y a ce soir, puisqu'il y a effectivement il y a ce conflit du Kurdistan syrien, du Rojava. Il y a ce soir une soirée de soutien au cinéma Utopia de Tournefeuille, auquel on participe aussi les Amis du Monde diplomatique. Donc, voilà, avec 2 films de Mireille Saulois, je crois, qui a travaillé pour Arte. 2 films sur les femmes, essentiellement d'ailleurs sur les femmes au Kurdistan, puisqu'il y a eu des expériences démocratiques assez intéressantes dans ce Kurdistan syrien. Ce poids de l'histoire, vous avez fait référence tout à l'heure, il est lourd à supporter des fois, hein, effectivement. Et en fait, quand on regarde les conflits que vous décrivez dans l'ouvrage, c'est assez remarquable de voir qu'ils sont
la plupart, à 90%, je dirais, liés au démantèlement des anciens empires. On a commencé justement par l'Empire ottoman, c'en est un, mais l'Empire britannique aussi, les conflits Afghanistan, Pakistan, etc. Les empires coloniaux, bien sûr, en Afrique. L'Empire soviétique. On voit bien qu'aujourd'hui, à la périphérie de l'ex-ancien empire soviétique, ça tire un peu dans tous les sens et ce sont des zones à risque. Et dans le même temps, on est aujourd'hui objectivement dans le monde de l'empire américain, qui est assez largement dominant, on peut dire. Mais on voit aussi la montée en puissance très forte de la Chine comme nouvel empire, avec déjà d'ailleurs des conflits à la périphérie qui commencent à se manifester. Alors, dans tout ça, ça pose encore une fois, et vous avez aussi fait référence, les perspectives pour le multilatéralisme. Quelles conditions seraient nécessaires, à votre avis, pour améliorer son efficacité, puisque vous mettez en évidence aussi dans l'ouvrage que pour le moment, avec les positions en particulier de Donald Trump américaine aujourd'hui et d'un certain nombre d'autres pays, le multilatéralisme, excusez-moi, c'est un mot toujours difficile à prononcer, n'est pas difficile à pratiquer. Et encore plus difficile à pratiquer, effectivement. Voilà. Oui, effectivement, il y a une crise du multilatéralisme. C'est quoi le multilatéralisme ? On confond parfois multipolarité et multilatéralisme. Le premier, c'est un état de fait. Le second, c'est une méthode. La multipolarité, c'est quand il y a plusieurs pôles de puissance qui s'équilibrent et qui créent un équilibre de puissance. Bon. Le multilatéralisme, c'est une méthode d'action. On se met d'accord avec les autres pour agir. Et donc, elle s'oppose à l'unilatéralisme, quand on agit seul sans tenir compte de la vie des autres, tandis que la multipolarité s'oppose à l'unipolarité s'il n'y a qu'un seul pôle de puissance dans le monde. L'unipolarité peut conduire à l'unilatéralisme, parce que les Américains sont persuadés que le monde est unipolaire, ce qui est faux. Si le monde était unipolaire, le régime iranien serait déjà renversé, Kim Jong-un aurait renoncé à l'arme nucléaire, il n'y aurait plus de revendication des Palestiniens sur quoi que ce soit, la guerre civile serait arrêtée et les Russes auraient rendu la Crimée à l'Ukraine. Donc on n'est pas dans un monde unipolaire. Les Américains sont plus puissants que les autres pays, mais le monde n'est pas unipolaire. Mais eux ne le savent pas, ou pas tout à fait. Parce qu'en fait, quand Trump dit « Make America Great Again », il admet implicitement que l'Amérique n'a plus la puissance d'avant. Et s'il y a quelque chose de commun, et c'est une des rares, entre Barack Obama et Donald Trump, c'est de dire que les États-Unis ne sont plus le gendarme du monde. Donald Trump n'est pas un va-t-en-guerre. Contrairement à ce que l'on entend souvent, il est brutal, il est unilatéraliste, il veut s'imposer, mais pas par la guerre. Il veut s'imposer par les sanctions économiques, par les embargos, par les lois extraterritoriales. Mais pas par la guerre, parce qu'il a vu, et il n'est pas idiot, contrairement à ce que beaucoup croient, que les guerres qu'ont menées les États-Unis depuis 20 ans ont tous été des catastrophes. Pour les pays attaqués, bien sûr, mais aussi pour les États-Unis. Donc le multilatéralisme est en crise parce qu'effectivement, le pays le plus important du monde estime qu'il peut s'en sortir seul et qu'il peut imposer ses solutions parce que, quelque part, il croit à l'unipolarité. Et du coup, cette politique unilatérale a suscité d'autres unilatéralismes. En Russie, en Chine aussi. Et puis on voit qu'un peu partout dans le monde se développent des pouvoirs dits forts. Je ne suis pas sûr qu'il le soit autant, mais Bolsonaro, Duterte aux Philippines, Orban en Hongrie, etc. Il y a toute une liste de gens qui sont des leaders autoritaires, y compris dans les pays démocratiques d'ailleurs. Ça peut être, d'ailleurs, Trump en est le bon exemple. Alors, mais en même temps, par rapport à Trump, et je pense qu'on aura d'autres occasions d'en parler au cours de ces débats, je vois chez certains de mes collègues, il y a le sentiment de dire, bon, c'est un mauvais moment à passer. Et après 2020, ou au pire après 2024, les États-Unis redeviendront comme avant. Oui, mais avant, ce n'était pas aussi bien que cela, parce que si je prends l'exemple de Barack Obama, que je préfère à Donald Trump, ne vous trompez pas, qui est préférable, mais c'est quand même pendant que Barack Obama était président que, par exemple, la BNP a subi une amende de 9 milliards de dollars pour avoir commercé avec le Soudan, que General Electric a racheté la compagnie française Alstom, qui est un joyau de l'industrie française, avec des manœuvres dilatoires, notamment en mettant en prison un des cadres d'Alstom qui l'a raconté dans un livre, Le piège américain, que je suis sûr vous pouvez vous procurer à Ombre Blanche. Donc on n'est pas passé d'États-Unis multilatéralistes avec Obama à des États-Unis unilatéralistes avec Donald Trump. Donald Trump ne fait que pousser à l'extrême la dérive unilatéraliste des États-Unis.
Mais les États-Unis, en fait, sont de plus en plus unilatéralistes parce qu'ils pensent, d'une part, qu'ils sont plus puissants, ils pensent aussi qu'ils sont plus vertueux que les autres. Et puis là, ils ont effectivement une petite angoisse par rapport à la montée en puissance de la Chine, sur lequel peut-être ça méritera un développement en tant que tel, sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc effectivement, il y a l'unilatéralisme. Moi, en fait, c'est un peu la matrice du livre. Ma conviction fondamentale, notre conviction fondamentale avec Hubert Védrine, c'est qu'on a loupé un tournant à la fin de la guerre froide. Parce que, pour ceux qui s'intéressaient déjà à l'actualité à cette époque, rappelez-vous que tout le monde parlait du nouvel ordre mondial, qu'il n'y aurait plus de guerre. Voilà, j'aurais préféré faire un autre bouquin que celui-ci. On pourrait faire l'Atlas des paix, par exemple. Ce serait pas mal non plus. C'est pas bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, le tournant de la guerre froide, c'est pas la chute du mur de Berlin qui est plus un symbole que la réalité. C'est lorsque Gorbatchev s'engage avec le reste des pays à sanctionner l'Irak qui a envahi le Koweït. L'Irak était l'allié de l'Union soviétique. Et donc Saddam Hussein, il a dit on fait comme avant. J'attaque un pays et de toute façon, mon allié soviétique me défendra. Sauf que Gorbatchev a dit non, plus question. Moi, je veux créer un monde régulé par le droit. Je veux créer un véritable partenariat avec les pays occidentaux. Donc, on va arrêter l'histoire que quand un allié commet une erreur ou une illégalité ou un crime de guerre, eh bien, on le met le veto pour le protéger. Donc, Gorbatchev, non seulement n'a pas mis son veto, mais a voté en faveur d'une action éventuelle militaire au cas où Saddam Hussein ne serait pas retiré du Koweït au 15 janvier 1991. Et vous voyez bien que la guerre du Golfe de 90 n'a pas fait les mêmes dégâts que la guerre d'Irak de 2003. Ça n'a pas été une guerre d'occidentaux contre un pays arabe, ça a été une guerre de la communauté internationale contre un pays qui avait violé le droit international. Sauf qu'une fois que tout s'est bien terminé, en juillet de la même année, en juillet 91, Gorbatchev va devant le G7 demander une aide économique. Kohl et Mitterrand sont prêts à lui fournir, mais George Bush, lui, dit non, de toute façon, il y a Yeltsin qui arrive, et puis à quoi bon sauver l'Union soviétique? Ils vont s'effondrer d'eux-mêmes. Et donc les États-Unis, à ce moment-là, ont préféré agir comme étant les vainqueurs de la guerre froide que comme les bâtisseurs d'un ordre mondial nouveau. Et donc, au lieu d'avoir des guerres, des conflits réglés comme la guerre du Golfe de 90, on a des conflits un peu partout qui ne sont pas réglés parce que la Russie et les États-Unis ne s'entendent pas, ne se mettent pas d'accord là-dessus. Et donc, on paye le prix de la non-advenance du nouvel ordre mondial. On peut dire que si on fait un plan historique large, 3 fois au cours du XXe siècle, l'humanité a cru que les guerres prendraient fin. Après la Première Guerre mondiale, avec la création de la SDN, ça n'a pas marché. Après la Seconde Guerre mondiale, la création de l'ONU, qui a été pris en otage par la guerre froide. Mais justement, comme Gorbatchev voulait passer de la détente à l'entente et mettre fin définitivement à la guerre froide, on aurait pu avoir d'autres modèles où les conflits sont réglés par l'entente des grands. C'était ça qu'avaient prévu les rédacteurs de la charte de l'ONU. Mais les États-Unis ont préféré gagner la guerre froide et se dire l'URSS, c'est un pays qui va disparaître, voire l'URSS, la Russie est un pays vaincu, et maintenir toujours une sorte de sentiment de non-reconnaissance des droits de la Russie. Et donc, la plupart des conflits qui ne sont pas résolus sont issus de cette période-là. Avec un déploiement de l'OTAN à la périphérie de la Russie, qui effectivement a aussi contribué à augmenter les tensions de ce côté-là. Alors, donc cette question, oui, on voulait parler de la Chine aussi. Donc la Chine, c'est effectivement la puissance qui monte actuellement. Sous couvert de guerre commerciale, ça cache bien autre chose qui sont des luttes d'influence. La Chine elle-même a des problèmes, vous les citez dans le livre, avec les Ouïghours, avec le Tibet, c'est historique et de plus longue date. Mais il y a aussi de grosses tensions qui sont parmi les tensions les plus dangereuses actuellement en mer de Chine. Est-ce que vous pouvez refaire peut-être un zoom là-dessus, parce que c'est quand même un point particulier. Alors effectivement, il y a plusieurs aspects. Bon, l'aspect majeur, mais je conclurai par celui-ci, c'est le duel Chine-États-Unis, qui est le grand duel qui s'annonce. Mais la Chine dit qu'elle a une montée en puissance pacifique, ce n'est pas toujours ressenti comme tel par ses voisins. Et notamment en mer de Chine, on montre les cartes, il y a plusieurs îles ou archipels qui sont revendiqués par la Chine et par d'autres pays. Donc il y a une contestation. Et la Chine veut contrôler la mer de Chine parce que c'est par là que passe la plupart de son approvisionnement. Et elle construit des îlots artificiels qu'elle militarise
pour pouvoir étendre sa superficie maritime, etc. Et donc, il y a, avec le Japon, avec les Philippines, avec la Thaïlande, des problèmes de frontières maritimes, et le Vietnam, de frontières maritimes. Mais bien sûr, le plus grand défi, c'est la relation entre États-Unis et Chine, puisque la Chine monte en puissance et que aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si la Chine va dépasser les États-Unis, la question est de savoir quand la Chine va dépasser les États-Unis. Et ceci crée une angoisse aux États-Unis globale. Pas seulement Trump. Les démocrates aussi sont aussi un des rares accords, enfin des consensus entre républicains et démocrates, c'est de dire que la Chine est un défi, voire une menace. Au minimum un défi, mais plutôt en fait une menace stratégique et économique. Et c'est très fortement ancré chez les États-Unis, dans la conscience collective américaine, entre eux, ils viennent nous voler, ils viennent détruire l'économie américaine et ils vont s'affronter à nous. Ça se comprend pour plusieurs raisons. La première, c'est l'économie. Au début des années 80, le PIB français était 3 fois supérieur au PIB chinois. Aujourd'hui, il est 3 fois inférieur. C'est l'époque où l'Empire écrivait Quand la Chine s'éveillera. Voilà. Enfin, au moins, il signait un livre intitulé comme ça. Et Claude Martin, dans son livre La diplomatie n'est pas un dîner de gala, a des mots assez cruels sur Perfit et son livre. Mais en tous les cas, le titre avait au moins attiré l'attention sur ce phénomène. Donc, on voit l'énorme développement de la Chine. Mais en même temps, pour les Français, on a la même chose pour les Européens, ça crée une curiosité, un éveil. Oui, c'est un défi. Ce n'est pas ressenti comme une menace. Parce que ça fait longtemps que la France, l'Allemagne a renoncé à être, l'Allemagne ne l'a jamais été, et elle renonçait à la puissance, et la France a depuis longtemps renoncé, par réalisme, à être la première puissance mondiale. Si la Chine rattrape les États-Unis, ça va se passer différemment. Parce que depuis 1945, les États-Unis se sont habitués à être la première puissance mondiale. Ça veut dire donc que 90-95% des Américains en âge de réfléchir n'ont pas vécu une autre situation que les États-Unis dominant le monde. Et donc être rattrapé par une autre puissance, par ailleurs communiste, par ailleurs asiatique, ça crée une angoisse, parce qu'ils ne sont pas habitués à cela. Comme par ailleurs, ils pensent qu'ils sont les plus puissants, ils savent qu'ils sont les plus puissants depuis 1945, et ils pensent qu'ils sont les plus vertueux depuis 1776, ils ont du mal à accepter cet équilibre. Alors il y a un livre qui a été publié, traduit en français de Graham Allison, qui s'appelle Destined to War, et qui a été traduit chez Odile Jacob sous le titre Vers la guerre, qui parle de ce qu'on appelle, ce qu'on qualifie le piège de Thucydide, pour parler de la relation entre la Chine et les États-Unis. À première vue, on peut se demander ce que l'historien des guerres du Péloponnèse vient faire dans la relation entre Donald Trump et le président Xi. Bien, en fait, c'est tout simplement quand la puissance numéro 1 est rattrapée par la puissance numéro 2. Quand il y a une puissance ascendante qui rattrape la puissance dominante. C'est ça ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis. Et Sparte a fait la guerre contre Athènes pour empêcher Athènes de la dépasser. Sparte a gagné la guerre, et puis ensuite, les deux ont été rattrapés par Rome, quoi. Et donc, Graham Allison étudie 16 cas de tentatives de dépassement d'une puissance numéro 1 par une puissance numéro 2. Dans 12, ça a été la guerre. Donc, il y a comment les Américains vont accepter le rattrapage et donc programmer le dépassement de la Chine. Est-ce qu'ils vont faire la guerre? Alors, c'est vrai que la différence entre Sparte et Athènes et maintenant, c'est la dissuasion nucléaire, qui peut calmer un petit peu cela. Mais on a un autre bon exemple. La Première Guerre mondiale, elle est largement due au fait que l'Angleterre n'a pas accepté d'être rattrapée par l'Allemagne, y compris dans le domaine maritime. Et l'Allemagne serait devenue la première puissance mondiale au début du XXe siècle s'il n'y avait pas eu la Première Guerre mondiale. C'était la projection normale.
quels sont les 4 cas dans lesquels il n'y a pas eu de guerre, dans lesquels la puissance numéro 1 n'a pas tant eu la tentation de stopper l'ascension du numéro 2 par un conflit préventif? La première, c'est lorsque l'Espagne a dépassé le Portugal au début du XVIe siècle. C'était des cousins, c'était à peu près les mêmes. La seconde, c'est quand les États-Unis ont doublé l'Angleterre. L'Angleterre ne voulait pas accepter d'être dépassée par l'Allemagne, elle a accepté de l'être par les États-Unis. Il y avait une plus grande communauté de distincts, et puis ils avaient peut-être moins les moyens de s'y opposer, par ailleurs. La troisième, c'est lorsque l'Allemagne a doublé, au niveau européen, le Royaume-Uni et la France. C'était dans la même famille. Il y a un dernier cas qui est un petit peu antérieur temporellement. C'est en 72. Quand Nixon et Kissinger, voyant l'URSS les rattraper, ce qui était le cas à l'époque, après l'URSS s'est effondré. Mais toutes les années 60, c'est des années de rattrapage de l'Union soviétique sur les États-Unis. Et Nixon et Kissinger traduisent de ce rattrapage soviétique sur eux qu'il faut une politique de détente. Il faut une politique de détente non pas par amitié à l'égard de l'Union soviétique, mais par réalisme. La réelle politique a parfois du bon. Et la détente, elle peut être très détestable. Mais là, dans ce cas-là, Nixon et Kissinger ont dit, bon, oui, voilà, l'URSS monte en puissance. On a plutôt intérêt à s'entendre avec eux plutôt que de s'épuiser dans une course aux armements dont on connaît la ligne de départ, dont on ne voit jamais la ligne d'arrivée. Est-ce que Trump est capable d'avoir le même raisonnement par rapport à la Chine? Non. Non. Donc c'est là où on peut, même si la dissuasion joue, même s'il n'est pas va-t-en-guerre militairement, et on voit bien là, on va voir comment ça se passe avant les élections. Ces menaces de guerre économique, il est quand même gêné parce qu'il sait qu'il ne peut pas les mener jusqu'au bout parce qu'il y a une double dépendance entre les deux. La Chine a besoin de l'accès au marché américain pour maintenir sa croissance, mais les Américains ont besoin des produits chinois pour rester compétitifs et pour combattre l'inflation. Mais ce n'est pas ce que Trump a vendu à son électorat. Oui. Belle analyse, très intéressante. Et donc, alors justement, vous parliez là de la dissuasion. Alors justement, j'ai deux petites remarques à faire sur l'ouvrage. Il y a deux choses que je n'ai pas trouvées. Alors, la première, c'est vous parlez du traité de non-prolifération des armes nucléaires. Mais par contre, vous n'avez fait aucune allusion au traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été voté à l'ONU justement récemment et pour lequel d'ailleurs c'est hier, je crois, le pape, le Vatican, vient de se positionner, ce qui est quand même intéressant parce que c'est la première fois, pour déclarer l'arme atomique immorale et la dissuasion une fausse sécurité. Donc ça, c'est un premier point. Je garde le second pour la suite. Oui, alors on n'en parle pas du TIS parce qu'il n'est pas en vigueur, alors que le TNP l'est. C'est la différence. Nous, quand on parle de droit positif et toutes les questions de prolifération, on en parle plutôt parce que ce n'est pas un conflit en tant que tel. C'est un sujet fondamental dont on parle dans l'Atlas du monde global. Alors, il y a tout ce débat. Est-ce que la dissuasion joue encore ou est-ce qu'elle est devenue inutile après la fin de la guerre froide? Moi, je pense que ce n'est pas quelque chose qui nous sépare. Je pense que la dissuasion, elle est utile. Elle a été utile et qu'elle continue à pouvoir l'être. Mais ce qui met en cause la dissuasion, c'est la course aux armements. C'est que ce qu'on assiste aujourd'hui avec Trump est très dangereux parce qu'il relance la course aux armements alors que la course aux armements est dangereuse. Et il a augmenté, lorsqu'il prend le pouvoir, le budget militaire américain est de 600 milliards. Il est aujourd'hui de 720 milliards. Donc en 2 années, chaque année, les États-Unis ont augmenté leur propre budget militaire de l'équivalent du budget russe. C'est pour cela que quand on parle de la menace militaire russe, on voit bien qu'on est plus dans la propagande que dans la réalité. Sur la dissuasion, je connais les positions du monde diplo là-dessus, etc. C'est vrai qu'elle est moins utile qu'auparavant. Je vous le concède. Je trouve, moi, néanmoins, c'est une opinion, c'est que la France aurait tort de renoncer unilatéralement aux armes nucléaires si les autres puissances nucléaires n'y renoncent pas. Parce qu'il n'y a pas de raison de céder un avantage que les autres ne le font pas. Et Barack Obama, dans un discours à Prague, avait célébré le désarmement nucléaire qu'il n'a pas mis en œuvre. Lui, au moins, il n'a quand même pas repris la course aux armements. Trump le fait, et donc les Russes et les Chinois vont suivre. C'est clair. Et donc là, il y a effectivement une bataille d'opinion. Oui, c'est déjà le cas, la reprise, y compris sur le nucléaire. Et puis deux choses, c'est que j'ai parlé de l'accord de désarmement, l'accord le 26 mai 1972, Nixon, Kissinger et Brejnev signent le traité SALT I, pour Strategic Armaments Limitation Talks. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, 2 pays
puissants, les 2 pays les plus puissants du monde, ont restreint volontairement leur arsenal sans avoir subi une défaite, et leur arsenal qui était le cœur même de leur arsenal. Bon, mais l'accord SALT I a été remis en cause par George Bush fils en 2001 parce qu'il limitait les missiles défensifs et lui veut lancer son grand programme de National Missile Defense qui est grosso modo l'héritière de la guerre des étoiles. Et cette année, Trump a démantelé l'accord FNI sur les forces nucléaires intermédiaires, sur ce qu'on appelait à l'époque les euromissiles, qui avait été signé en 87 et qui avait été la fin de ce qu'on avait appelé la crise des euromissiles, qui a été la plus grave crise. Et c'est un accord qui, pour la première fois, éliminait totalement une catégorie d'armes, puisqu'il y avait l'option 0. Il n'y avait aucun euromissile, ni russe ni américain. Et donc là, on voit que l'arms control, qui, s'il n'a pas procédé à un désarmement nucléaire général et complet, au moins mettait des freins et voire des contrepoids dans la course aux armements, il est taillé en pièces par Donald Trump en ce moment. Oui, cette course aux armements est une des grosses préoccupations du monde actuel, et dans lequel notre pays n'est malheureusement pas le dernier, puisque c'est le 3e fabricant et marchand d'armes. Le deuxième point aussi qui m'a surpris, c'est que dans les scénarios envisagés autour du conflit en Palestine, vous n'évoquez pas la solution à un seul État, qui semble se dessiner pourtant en raison même de la bantoustanisation. On le met pas, ça, non. De la Cisjordanie, qui semble se renforcer en plus suite à la reconnaissance des colonies par les Américains. Oui, donc, on ne se dirige pas vers un seul État binational. On se dirige vers un seul État avec une minorité opprimée. C'est pas avec une majorité opprimée. Oui, alors ce qui pose la problématique actuelle sur le sujet, c'est un seul État, oui, mais il faut qu'il y ait des égalités de droit. Oui, aujourd'hui, Israël a décrété... Visiblement, on ne se dirige pas vers cela. Donc on se retrouve dans une situation d'apartheid, d'où toute la problématique des campagnes de boycott, des investissements, des sanctions qui sont mises en œuvre. Vous avez parfaitement raison, parce qu'aujourd'hui, Israël, et bon là, il va y avoir un 3e round d'élections, mais qui ne changeront rien, puisque Benny Gantz est aussi hostile à la création d'un État palestinien, et ces élections ne vont pas avoir lieu sur les élections qui viennent de se produire et les élections à venir. La question de la paix avec les Palestiniens n'est pas une question. La question, c'était pour ou contre Netanyahou. Auparavant, quand on votait, c'était est-ce qu'on est pour la paix contre les territoires ou est-ce qu'on est pour la paix par la force ? Bon, c'était ça. Maintenant, c'est est-ce qu'on est pour ou contre Netanyahou ? Ce sera encore ça, l'enjeu des prochaines élections. Pourquoi ? Et c'est là que ce qu'on explique dans le livre, c'est que, et vous avez parlé du mouvement BDS, c'est que diplomatiquement, Israël a gagné la partie. Les États-Unis défendent Israël et Donald Trump encore plus que les autres présidents, mais même Barack Obama, on lui dit qu'il a jeté Israël du bus, qu'il s'était abstenu sur une résolution condamnant les colonies. La simple abstention avait créé un tollé, et notamment aux États-Unis. Bon, mais donc Donald Trump, mais même Barack Obama, c'est la seule chose qu'il avait fait. Il avait quand même augmenté d'$1 milliard par an les aides accordées à Israël. Donc celui qui est présenté comme anti-israélien, dans les faits, n'a rien fait, parce qu'il était bloqué par le Congrès, par la presse, etc. Donc, et Donald Trump, lui, il en rajoute pour des raisons électorales, pour plaire aux chrétiens évangélistes. Mais si on fait le panorama, les pays européens qui étaient encore assez actifs jusqu'en 2003-2004 sont un peu maintenant aux abonnés absents, y compris la France. La France n'est plus tellement active sur le conflit. En Amérique latine, les pays étaient très critiques par rapport à Israël. Là, au Brésil, c'est plus Lula ou Dilma Rousseff, c'est Bolsonaro, donc qui est lui-même évangéliste et qui a fait une visite en Israël, qui a invité Netanyahou à Brasilia. Donc bon, Netanyahou a fait une percée en Afrique, notamment grâce au Rwanda, mais pas seulement, notamment en proposant des kits sécuritaires aux régimes qui sont un petit peu en danger. Il s'entend très très bien avec Poutine. Et Poutine est prêt, l'a reçu pendant les élections. Ils sont très bien avec Poutine parce que Poutine, en fait, est le seul qui peut parler à l'Iran, au Hamas, à Israël. Moscou est devenu la nouvelle Mecque de la géopolitique du Proche-Orient. Tout le monde y va, quoi. Et tout le monde se tourne vers Moscou pour faire quelque chose. Oui, ils parlent même avec Orban. Hein. Oui, parce qu'au contraire, là, ils ont un programme commun. Donc, effectivement, là, c'était dans les pays européens. Et ils ont également des bonnes relations avec la Chine. Donc, diplomatiquement, il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus des menaces. Et la vraie menace pour Israël, vécue comme telle, c'est BDS, effectivement. Parce que là, c'est un mouvement d'opinion.
Parce que si, et j'ai oublié les pays arabes, avec l'Égypte et la Jordanie qui ont des accords de paix, mais le grand tournant, c'est quand même le ralliement de l'Arabie saoudite, l'axe Riyad-Tel Aviv, au nom d'une perception d'une menace existentielle commune qui est la menace iranienne. Dont vous parlez dans l'ouvrage. Ouais. Bon. On va peut-être laisser intervenir aussi. Alors, juste, il y a un dernier conflit dont je voudrais parler, juste un mot, parce que c'est fait partie des conflits oubliés. C'est le premier conflit dont vous parlez sur l'Afrique, c'est l'histoire du Sahara occidental. Alors, c'est tout à fait presque marginal, surtout qu'en France, on n'en parle pas non plus, parce qu'il y a des accords avec le Maroc de longue date, mais c'est quand même 200 000 personnes 200 000 réfugiés qui sont dans les camps en Mauritanie et en Algérie, à la frontière du Sahara occidental, et un mur dont on ne parle pas non plus, qui fait quand même 2700 km. Je crois que c'est le deuxième mur le plus long du monde. Voilà. Alors à ce sujet, on a une soirée, vous le retrouverez, c'est au hangar cette semaine, c'est le jeudi 28, avec un film qui s'intitule Fusil ou graffiti, puisque là aussi le risque c'est d'avoir des gens qui finissent par prendre le fusil parce qu'ils ne supportent plus d'être enfermés dans des camps. Qui veut prendre la parole là? Voilà. J'ai une question au fond. Et puis alors, juste un mot sur, du coup, oui, notre atlas n'est pas vendu au Maroc, puisque comme on met les cartes de l'ONU, ça passe pas, quoi. Bonsoir. Vous avez mentionné l'intervention la position de Brejnev, non, de Gorbatchev en Irak. Moi, il me semble qu'il y a 3 événements post-Seconde Guerre mondiale qui sont autant importants. L'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, il me semble un événement fondamental qui a induit donc ce qu'on sait sur Al-Qaïda et autres mouvements terroristes. L'assassinat de Mossadegh qui a induit ce qu'on sait plus tard en Iran. Et la non-résolution du problème palestinien qui est donc pour une solution juste pour deux peuples, qui donc donne un élément caractéristique de la non-justice dans le monde. Voilà. Ces 3 événements... Enfin, je ne pense pas qu'on puisse mettre ces 3 événements sur le même plan. Non. Et ce n'est pas tellement l'invasion soviétique en Afghanistan que la réaction d'armer les djihadistes pour combattre les soviétiques qui a donné le mouvement de djihad. Et Brzezinski avait dit, oui, ça valait le coup de créer le mouvement des djihadistes si c'était pour mettre fin à l'Union soviétique. Effectivement, l'Union soviétique a souffert de cela. Mais quand j'ai parlé de la fin de la guerre froide, je voulais dire qu'il y a 3 époques où on aurait pu avoir une solution globale de sécurité collective à tous les conflits, pas à des conflits particuliers, mais une façon de gérer en commun les conflits. SDN, ONU. L'ONU ayant été pris en otage par la guerre froide, la fin de la guerre froide aurait pu déboucher sur autre chose. Mais cela n'a pas été le cas, en grande partie, pas seulement, mais en grande partie du fait de l'appétit de puissance des États-Unis. Ceci étant, les 3 événements, l'ouvrage y fait référence. Oui, parce que, pardon, on ne peut pas comprendre la querelle. Il y a 2... Parce que chaque peuple oublie ses propres torts. On ne peut pas... Il y a 2 éléments fondamentaux dans la querelle entre les États-Unis et l'Iran. C'est du côté iranien, Mossadegh, et du côté américain, la prise d'otage de l'ambassade. Et les Américains ne voient que la prise d'otage et ont complètement oublié Mossadegh. Et les Iraniens, un peu l'inverse quand même, quoi. Bonjour, moi c'est assez impressionnant de vous parler. En prépa, on dévore vos bouquins, ça fait bizarre de vous voir en vrai. J'ai plusieurs questions, enfin la plus intéressante, enfin celle qui m'intéresse le plus. J'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce qui fait un bon agent, une bonne analyse du renseignement aujourd'hui? Les qualités, la vision. Ce qu'il faut, c'est sortir de la boîte. C'est-à-dire qu'on est formaté. On est formaté, là je fais partie du jury de l'ENA pour les questions internationales. Les gars, ils sont préparés, mais c'est bien, ils sont formatés, c'est moins bien. Donc, il faut réfléchir en dehors. On entend souvent que, par exemple, la communauté internationale a sanctionné la Russie après l'annexion de la Crimée. C'est faux. Juste, ni la Chine, ni l'Inde, ni le Brésil, ni l'Afrique du Sud n'ont sanctionné la Russie. On confond communauté internationale et communauté occidentale. Mais du coup, si vous ne vous mettez pas à la place de l'autre, comment voulez-vous le comprendre? Sa stratégie. Comment voulez-vous... Et donc, si vous restez dans vos certitudes, emprunts de bons droits, etc., vous ne pouvez pas comprendre les situations.
Dès qu'il y a négociation, il y a quelques hystériques à dire « Ah, c'est un nouveau Munich, on va céder ». Mais la diplomatie, ça sert à parler avec les ennemis. Sinon, ça ne sert à rien. Et parler avec l'autre n'est pas céder à sa position. C'est juste chercher à la comprendre. Un ancien Premier ministre avait dit comprendre le terrorisme, c'est le légitimer. C'est plus qu'idiot. Parce que si on veut combattre le terrorisme, il vaut mieux le comprendre. Si on veut ne pas le comprendre, eh bien, on risque pas de... Si on dit qu'on veut, par exemple, combattre les violences faites aux femmes, ben, il faut mieux comprendre le phénomène. Et qui voudrait dire comprendre les violences faites aux femmes, c'est légitimer, ou comprendre le cancer, c'est légitimer? Personne ne dit ça. On le dit sur les conflits. Alors, pour revenir au centre de votre question, qui est vraiment intéressante, il y a... Je pourrais en parler très longtemps parce que c'est quand même mon boulot, quoi. Il faut déjà aussi avoir une bonne articulation entre apprendre et comprendre. Il ne faut pas seulement apprendre, il faut comprendre aussi. C'est pour ça que j'ai intitulé mon blog « Comprendre le monde ». Mais pour comprendre, il faut apprendre. Si vous n'avez aucune connaissance, vous ne pouvez pas comprendre. Mais si vous êtes enfermé dans vos connaissances, si vos connaissances deviennent une prison et non pas une ouverture sur ce qui est extérieur, bah, ça vous bloque, ça vous enferme. Donc il faut faire constamment un aller-retour entre comprendre les événements et apprendre des choses nouvelles. Mais surtout, pour faire une bonne analyse, il faut se méfier de ses propres certitudes, se méfier du biais de confirmation où on lit que des choses qui nous plaisent. Parce que, ouais, voilà. Bon. Et se confronter au point de vue de l'autre, parce que sinon, on est enfermé dans sa tour d'ivoire intellectuelle et on va passer à côté de toutes les explications du monde. Bonsoir, merci donc pour ce livre qui est vraiment très intéressant. Mais moi, je pense toujours à ce qu'a dit une fois un prêtre d'Amérique du Sud, c'est que quand je vois les experts et les journalistes qui parlent de mon pays que je connais bien, j'ai pas envie de les croire pour d'autres pays que je connais pas. Donc chaque fois que je vois un livre comme ça, je vais tout de suite sur le Proche-Orient parce que je suis originaire de cette région et je vois un peu ce qui a été dit. Donc j'ai deux questions, une sur la Syrie et une sur le conflit israélo-palestinien. Vous avez dit vous-même qu'il faut aller dans les faits historiques pour comprendre, avant d'analyser le présent. Et là, je vois que vous avez commencé donc le chapitre sur ce conflit en 1967. Or, oui, ça commence en 1967, etc. Pour le conflit israélo-palestinien ? Oui. Or, le problème n'est pas 67. Il me semble que le déni de justice pour le peuple palestinien ou le nettoyage ethnique de la Palestine a commencé dans les années 40. Mais j'imagine qu'il y a plusieurs chapitres dans ce livre et qu'il y a des chapitres que vous avez eu peut-être du mal à vous concerter avec M. Védrine, où c'était des discussions plus difficiles, je sais pas, j'imagine. Vu la pression qu'on subit à chaque fois qu'on critique quoi que ce soit sur Israël, donc j'imagine que commencer en 1967... je vois Israël-Palestine, pays arabe, en 1897. Donc, non, juste le chapitre, la page 97. Oui, on ne va pas répéter deux fois la même chose. D'accord. Bon, peut-être que voilà. Donc, en 1897, Theodore Herzl publie. En 1917, le ministre britannique des Affaires étrangères, Lord Balfour. Donc, on commence avant 67. D'accord. Donc, c'était juste sur la page Israël-Palestine, c'était marqué en 67. Peut-être que je ne suis pas allé au début. C'est juste la page d'avant, monsieur. D'accord. Bon. Et sinon, nous, on n'a aucun mal à se concerter avec Hubert Védrine parce qu'on est vraiment, et sinon on n'aurait pas travaillé ensemble, on est vraiment en phase sur la plupart des choses. Ce qui nous différencie, c'est peut-être l'attitude par rapport à l'opinion publique, où il est plus rétif que moi sur le rôle de l'opinion publique que moi-même. Mais sinon, on a aussi des différences sur l'islam, effectivement, mais sinon, en tous les cas, sur tout ce qui est Russie, États-Unis, Proche-Orient, je dirais, on n'a pas besoin de se concerner parce que très naturellement, on se concerte souvent parce qu'on discute sans faire l'atlas, on échange souvent nos points de vue comme ça pour faire le point, et c'est rare qu'on ait des analyses différentes. Et pour ne pas monopoliser, c'est pour la Syrie. Je rebondis sur deux choses. Vous avez parlé du Kurdistan syrien à plusieurs reprises. Or, je ne sais pas à quoi ça correspond. Moi qui viens de la région, ça n'existe pas. Autant Kurdistan irakien, on peut imaginer parce qu'il y a quand même une majorité ethnique au nord de l'Irak, autant en Syrie, les Kurdes ont été vraiment un peu partout. Il y a des quartiers à Damas, à Homs, et partout il y a des Kurdes. Oui, il y a une bande de territoires qui sont plus concentrés. Oui, mais ce territoire n'est pas homogène du tout et il est vraiment très hétérogène. Donc le fait de parler du Kurdistan n'est pas tout à fait innocent. En Syrie, je parle Kurdistan syrien. Et puis pour donner une petite
Un petit exemple, on ne dit pas parfois le Kurdistan, mais on dit Rojava ou Rojava, etc. C'est le mot kurde. Et puis ma deuxième... Attendez, vous dites que ça n'existe pas et que c'est un autre nom. C'est un peu contradictoire, votre explication. Non, vous l'avez Si vous dit, dites là. un, ça n'existe pas, et deux, ça s'appelle autrement. Non, c'est monsieur Donc qui l'a c'est l'un dit. ou l'autre, quoi. Mais Non, c'est monsieur qui l'a dit parce que c'est les Kurdes Ouais. qui essayent dans leur combat de donner ce nom que j'ai jamais connu, mis à part là dernièrement. Et pour la guerre civile, vous avez parlé de guerre civile, mais je pense qu'en fait, le conflit en Syrie, je sais pas, j'ai lu un livre de Michel Rimbaud qui parle les guerres de Syrie. Et c'est en fait un conflit beaucoup plus complexe qu'une histoire d'un peuple qui se soulève sur son dictateur. Il y a des enjeux d'hydrocarbures, de gaz, etc. Il y a des enjeux en rapport avec le conflit avec Israël. En fait, il y a des enjeux tellement complexes qu'on a du mal à comprendre facilement les choses. Et donc, du coup, il n'est pas mentionné sur la page de la Syrie, de toute cette histoire. C'est marqué comme si c'est un épisode du printemps arabe. Enfin, voilà, merci. Oui, je vais vous répondre, monsieur. Je ne pense pas que Bachar el-Assad soit le fier défenseur contre Israël des peuples arabes. Et Israël s'accommode très bien de Bachar, qui crie beaucoup, qui fait peu. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'est en aucun cas, c'est l'ennemi idéal pour Israël, Bachar el-Assad. Donc ils n'ont aucun problème avec. Évidemment, dans tout conflit, il y a d'autres enjeux, mais je ne crois pas non plus à la thèse où c'est pour mettre la main sur le pétrole syrien qu'on a déclenché une guerre contre Bachar, etc. La réalité de la répression de Bachar en Syrie, elle est documentée. Elle est indéniable. Elle est bon. Alors, on peut dire que la Terre est plate et que il y a des terrains de foot sur la Lune. Mais en tous les cas, la répression de Bachar, la répression aveugle, les tortures, les massacres de masse, elle est documentée. Et on ne peut pas la remettre en cause. Dire qu'il y a d'autres enjeux, oui, certainement, bien sûr, mais on ne peut pas faire passer, et c'est là où moi je m'oppose régulièrement avec les Russes, avec lesquels j'ai d'autres points d'accord, mais dans des débats internationaux, je m'oppose toujours aux experts russes qui viennent dire que c'est juste un combat contre le terrorisme et rien d'autre. Non, c'est effectivement, là pour le coup, un peu plus compliqué que le seul combat contre le terrorisme qui se joue en Syrie. Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais revenir sur ce que vous avez développé sur les relations entre la Chine et les États-Unis. Donc, vous avez dit qu'économiquement, effectivement, la Chine allait dépasser les États-Unis. Mais tout ce qu'on lit sur la Chine à droite et à gauche, c'est souvent une évocation des problèmes sociétaux de la Chine. Donc, moi, je me demande toujours comment une puissance économique peut continuer comme ça à prospérer en ayant tous ces problèmes sociaux. Est-ce que ça ne conduit pas inévitablement un jour ou l'autre à une révolte et à un effondrement de cette économie? Enfin, je ne suis pas du tout spécialiste, hein, c'est vraiment une question naïve. Alors, je sais bien que les États-Unis ont aussi des problèmes sociaux. Le seul problème, c'est qu'aux États-Unis, personne ne se révolte jamais. Donc, voilà. Donc, est-ce que ce sera la même chose pour la Chine? Est-ce qu'ils vont accepter Voilà, c'est ma question. D'accord. Merci. Bon, il y a... Les problèmes sociaux en Chine, c'est un accroissement des inégalités. Parce qu'effectivement, il y a plus de milliardaires qu'aux États-Unis et qu'il y a des gens qui restent avec des niveaux de vie faibles. Mais en même temps, l'autre défi pour la Chine, c'est de maintenir uni un pays immense avec autant de personnes, qui a toujours été une difficulté historique pour les dirigeants chinois. Mais là, quand vous regardez, quels sont les problèmes les plus importants pour la Chine? C'est la pollution, qui est une cause de révolte. Les gens se révoltent contre la pollution. C'est pour ça qu'ils ont accepté de signer l'accord de Paris et qu'ils vont miser à mort sur les énergies renouvelables. Le second, donc, c'est la lutte contre la corruption. Le troisième, c'est les inégalités qu'il faut un petit peu diminuer. Il y a 120 millions de Chinois qui partent en vacances à l'étranger chaque année. Ils reviennent. Ils ne demandent pas l'asile politique. Quand, du temps de l'Union soviétique, les soviétiques qui pouvaient partir à l'étranger par le biais d'une compétition sportive ou d'une manifestation culturelle, souvent ils restaient, hein, c'est bon. Et donc en fait, quand on voit la révolte à Hong Kong, là, on me pose souvent la question, est-ce qu'il va y avoir un effet de contagion sur la Chine? Bah non. Pourquoi? Parce que les Chinois, ils sont contents de leur sort. Il y a des problèmes sociaux, mais les Chinois, ils sont contents. Ils sont contents parce qu'ils pensent que ça marche mieux pour eux que pour leurs parents. Et que ça marchera mieux pour leurs enfants que pour eux. Et aujourd'hui, bien sûr, la Chine est un pays autoritaire, mais s'il y avait des élections libres, le Parti communiste les emporterait.
avec ceci de paradoxal, c'est que les deux mamelles de la légitimité du Parti communiste chinois, c'est le capitalisme et le nationalisme, qui ne sont pas normalement deux facteurs fondateurs du marxisme-léninisme. Le nationalisme, parce que la Chine est respectée dans le monde, elle est même crainte, elle est admirée, respectée, et les Chinois qui ont été humiliés au XIXe siècle en tirent une très grande fierté. Et la vigueur du sentiment national en Chine, il est très fort 70 ans après la prise du pouvoir par le Parti communiste, d'autant plus que Mao s'est servi du nationalisme pour prendre le pouvoir. Il s'est servi en disant qu'il était meilleur nationaliste que Chiang Kai-shek. Et l'autre, c'est la situation de l'économie. Tant que la Chine aura une croissance telle qu'elle la connaît, les Chinois adhéreront au régime. Et c'est triste à dire, mais il n'y a pas de demande de démocratie actuellement en Chine. La demande de démocratie, elle est le fait de quelques intellectuels dissidents, pas de la population. Alors peut-être que d'ici 1 ou 2 générations, ça va changer. Parce que quand vous êtes habitué à quelque chose, vous demandez plus. Mais pour l'instant, ceux qui commencent à travailler en Chine ont vu leurs grands-parents mourir de faim, ont vu leurs parents être dans un état de pénurie. Donc ils se disent, qu'est-ce qu'on va aller casser ce qui marche bien? Donc il n'y a pas cette demande-là. Et ça surprend toujours, et là ça revient un peu à votre question, monsieur, c'est que beaucoup d'Occidentaux parlent de la Chine avec des yeux d'Occidentaux. Malheureusement, les Chinois sont Chinois. Je dirais un peu, en fait, pour revenir à votre question, comment on fait pour devenir expert, un des meilleurs géopolitologues avait eu ce bon conseil, c'était Coluche, qui avait dit le problème dans les relations internationales, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers. Oui, effectivement. Et donc, il faut mieux voir un peu ce que pensent les étrangers. Et si on voit les Chinois avec les yeux des Anglais ou des Français, on ne va pas tellement comprendre. Et on va dire, oui, il n'y a pas de démocratie, c'est scandaleux, mais bon, demandez aux Chinois. Ils vont pas se révolter, là, maintenant. La preuve, c'est que ça fait 6-7 mois que la révolte existe à Hong Kong, qu'elle est fortement enracinée à Hong Kong. Il n'y a pas eu de manif à Shanghai ou à Shenzhen. Alors, bien sûr, il y a le contrôle du Parti communiste. Évidemment, il y a le contrôle, mais ce n'est pas la seule explication. C'est que les gens sont contents de leur sort. Bonjour, alors je me présente rapidement. Je suis Edgar Ficatier, je suis l'un des représentants des jeunes de l'Institut des hautes études de défense nationale en Occitanie. Et dans cette association également... Pardon. Vous m'avez entendu jusque-là, c'est bon? Oui, enfin, okay. Moi, oui, mais bon, monsieur représente les jeunes de l'IHEDR. Pardon. Alors, et du coup, dans cette association, j'appartiens également au comité Moyen-Orient et monde arabe. Et donc, j'aimerais rebondir sur le Moyen-Orient, et plus particulièrement sur les Kurdes en Syrie. Et je pense du coup que lorsque votre atlas a été publié, il y a une opération en Syrie qui n'avait pas encore eu lieu, c'est l'opération turque contre le Rojava, du coup. Et du coup, forcément, alors cette opération n'apparaît pas dans l'Atlas. Qu'est-ce que vous penseriez pour le futur de ce conflit? Du coup, est-ce qu'on s'avance vers une seconde phase du conflit en Syrie, ou est-ce qu'on s'avance plutôt vers un conflit qui va, en quelque sorte, moisir, comme en Ukraine, avec la Crimée, le Donbass, etc. En Ukraine, il y a un fort espoir de solution. On verra le 9 décembre avec le sommet format Normandie. Le président ukrainien veut bouger. Il y a une fenêtre d'opportunité dont on verra si elle sera saisie ou non par Poutine. Mais en Syrie, les Russes sont un peu dans la position que quand on est dans un magasin de porcelaine, you break it, you own it. C'est-à-dire qu'ils ont contribué à casser la Syrie, maintenant c'est à eux. Alors ils voudraient bien que les Européens, que les pays du Golfe payent la reconstruction. Mais les Européens ne payeront pas tant que Bachar sera au pouvoir. Pas uniquement par moralisme, c'est parce qu'ils pensent que tant qu'il sera au pouvoir, il n'y aura pas la paix. Parce que les gens qui ont vu des proches tués, torturés, ne vont pas venir dans ses bras. Donc là, ce qui peut se produire effectivement, c'est que la coopération entre les Turcs et les Américains, entre les Turcs et Trump plutôt, parce que le Pentagone était contre, fait que la bande que les Kurdes tenaient a disparu et qu'il n'y a plus de... Et même si effectivement, c'était pas que des Kurdes, et les Kurdes eux-mêmes syriens s'étaient fait mal voir par les Arabes syriens parce qu'eux-mêmes avaient réprimé. C'est pas vraiment les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Dans tous les cas, il n'y a plus cette poche-là, donc ça rassure les Turcs par rapport à leur propre communauté kurde qui, pour les Turcs, Daesh, c'est un problème de sécurité. La question kurde, c'est un problème existentiel. Donc ils préfèrent que Daesh subsiste s'il n'y a plus d'enclave autonome kurde en Syrie qui pourrait donner un mauvais exemple aux Kurdes turcs. Que va devenir le conflit? Les Russes sont tout à fait prêts à ce que ça reste comme ça.
un pays détruit qui se répare un petit peu, qu'il contrôle avec 30 avions et 5000 hommes, ça va. C'est pas très cher, quoi. Et les Iraniens aussi. Bon, les Iraniens, comment va se passer les événements internes en Iran par rapport à la présence militaire iranienne en Syrie? Ça, c'est un autre élément de doute. Mais où est-ce que l'on va trouver ce qui est une demande un petit peu générale, mais qu'on n'a pas trouvé, c'est-à-dire un gouvernement d'union en Syrie avec des éléments du régime, mais sans Bachar lui-même, et les oppositions sans les djihadistes. Mais pour l'instant, malgré les efforts, les Russes ne vont pas là-dessus, ils ne mettent pas assez. Il y a le processus d'Astana qui ne donne pas grand-chose. Et en fait, les solutions occidentales et les solutions russes ne sont pas compatibles pour le moment, d'où poursuite du conflit. Bonjour. Moi, je voulais savoir à propos du rôle que pourrait tenir l'Inde dans le monde bipolaire qui s'annonce entre les États-Unis et la Chine. Quel rôle pourrait jouer l'Inde, qui est la plus grande démocratie du monde en termes d'habitants, qui est une puissance émergente aussi, et du coup, est-ce qu'elle pourrait avoir un rôle d'arbitrage entre les deux puissances, États-Unis-Chine, créer une troisième force avec, par exemple, l'Union européenne, ou au contraire rester un petit peu à la marge comme elle l'est actuellement? L'Inde vit mal sa relation avec la Chine parce que la Chine s'est beaucoup plus développée que l'Inde, même si le taux de croissance de l'Inde aujourd'hui est supérieur à celui de la Chine. L'Inde aussi a des problèmes de politique intérieure qui vont peser notamment avec l'attitude de l'actuel gouvernement par rapport aux musulmans, dont les droits sont niés. Alors, ce que font les Chinois Ouïghours n'est pas mieux, mais les Ouïghours, ils sont 11 millions, les musulmans en Inde, ils sont 170 millions. C'est pas du tout le même poids, quoi. Mais l'Inde joue le partenariat avec les États-Unis, notamment pour contrer la Chine et aussi pour avoir accès, en espérant que l'alliance avec les États-Unis va leur permettre d'accéder au statut de 6e puissance mondiale. Et notamment d'avoir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité, ce qui n'arrivera pas rapidement parce qu'il y a trop de blocages. Mais pour l'instant, l'Inde, qui auparavant était un non-aligné relativement pro-soviétique, est maintenant un non-aligné très lié aux États-Unis. Et les relations entre Modi et Trump sont excellentes parce qu'ils ont une même vision un peu brutale du monde et des relations internationales. Oui, bonsoir. J'aimerais revenir sur la guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que vous ne pensez pas que les États-Unis ont tout intérêt à mener cette guerre économique, du fait qu'elle serait beaucoup plus dommageable pour la Chine, du fait que son économie repose essentiellement sur ses exportations? Oui, mais il n'y a pas que la Chine dans le monde. Donc peut-être que les États-Unis perdraient moins que la Chine, mais ils perdraient. Et ils perdraient par rapport aux autres. Si par exemple on augmente de 25% le prix des produits qui sont importés de Chine, les téléphones d'Apple vont subir une petite perte de compétitivité par rapport à Samsung ou Nokia. Et si on augmente de 25% les taxes de produits bon marché achetés en Chine, c'est Walmart ou les consommateurs qui vont souffrir. Et c'est Boeing qui en paiera le prix parce que les Chinois achèteront massivement Airbus. Dans les années 60, Mao avait dit peu importe une guerre nucléaire avec les États-Unis, parce que si on perd 300 millions d'habitants, eux, ils en perdent 50 millions, on sera toujours gagnant. C'était une bravade. Mais même si les États-Unis souffraient moins d'une guerre commerciale que la Chine, cela aurait des effets extrêmement importants. D'ailleurs, la plupart des grandes sociétés américaines appellent Trump à ne pas continuer son début de guerre commerciale parce qu'ils savent que leurs intérêts, eux, de société, seraient mis en cause. Si vous augmentez le prix de l'aluminium parce que vous trouvez qu'il n'est pas assez cher, c'est les constructeurs automobiles américains qui sont pénalisés. Parce qu'en fait, il n'y a pas de produits américains et de produits chinois. Enfin, il y a peut-être plus de produits chinois, mais les produits américains, ils sont faits de choses qui viennent d'un peu partout. Ils ne sont pas uniquement faits aux États-Unis. Donc, dans une ère de globalisation, il faudrait complètement changer les flux économiques pour pouvoir que ça marche de punir un pays sans avoir de répercussions sur vous. Bonsoir monsieur, merci pour la conférence. Ma question elle portait sur la zone du Sahel, parce qu'en 2013, à la suite de l'intervention française au Mali, ça a permis de repousser l'avancée des djihadistes. Mais depuis, on a l'impression que la France s'enlise dans le conflit, un peu comme une sorte de deuxième Afghanistan. Aussi, la situation s'effrite comparé au Burkina Faso, aussi avec l'essor d'une branche de l'État islamique local et Boko Haram. Et je voulais savoir, selon votre point de vue, comment on peut envisager au final l'avenir du Sahel, qui est une région absolument immense et qui paraît
impossible à contrôler avec justement l'émergence de tous ces groupuscules terroristes? Non, vous avez raison, c'est que l'opération Serval a été un succès et maintenant ça patine un peu plus parce que il y a pas, les Français sont pas assez nombreux, il n'y a pas assez de dispositifs et surtout il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Il faut également des solutions politiques de redistribution du pouvoir qui ne sont pas encore mises en œuvre et donc effectivement il y a une dégradation de la situation et que la présence française qui était acceptée, fêtée, etc., maintenant n'est plus aussi populaire qu'elle l'était au départ et qu'il y a un véritable problème de savoir comment sortir de là sans tout abandonner parce que là, ça serait donner effectivement le pouvoir aux djihadistes avec des armées africaines qui sont mal formées pour résister, mais en même temps, la permanence des troupes crée des insatisfactions parce qu'on leur reproche de ne pas être assez puissants pour s'opposer aux djihadistes. Donc c'est une situation qui est effectivement très préoccupante. Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure du rapprochement de l'Arabie saoudite avec Israël pour contrer l'Iran. Qu'est-ce que vous pensez ou quelles sont vos analyses concernant ce propre pays, l'Iran, sachant qu'actuellement il rencontre des difficultés à l'intérieur de son pays? Quelle est votre analyse, en particulier entre l'Iran et les États-Unis ou son devenir? La stratégie de Trump, c'est d'étrangler économiquement l'Iran et ça commence à payer. Ça commence à payer parce que là, il y a des protestations par rapport au coût de la vie et que la réponse du régime iranien a été pour le moins brutale et qu'elle donne raison à Trump quelque part. Moi, j'étais évidemment pour l'accord sur le nucléaire iranien signé le 14 juillet 2015 puisqu'il évitait une guerre contre l'Iran ou un Iran avec l'arme nucléaire. Et on voit ce qu'a été les dégâts de la guerre d'Irak et ceux qui plaidaient pour une solution militaire sur l'Iran étaient les mêmes que ceux qui avaient défendu la guerre d'Irak peu auparavant. Mais là, le choix de la répression du régime, disons que beaucoup avaient dit que si il y avait un durcissement des sanctions contre l'Iran, ce seraient les durs en Iran qui allaient l'emporter, ce qui est en train de se réaliser. Mais ce que l'on peut craindre, c'est que le scénario du pire, du chaos, arrive. Ce sur quoi jouait Trump. Et là, 150 morts quand même, et ce ne sont que les premiers jours, c'est extrêmement inquiétant. Et la réponse que donne, et le fait d'être contre Trump ne doit pas amener à soutenir l'actuelle répression en Iran, évidemment. Il faut être cohérent par rapport aux droits de l'homme, etc. Mais là, on voit bien que les durs du camp iranien sont en train de faire un cadeau d'un succès politique à Trump qui va pouvoir dire « Regardez, c'est le chaos là-bas » et il va pas intervenir. Il va laisser le chaos s'installer tout seul. Sauf que du chaos ne sortira pas une majorité social-démocrate à Téhéran. Ça risque d'être un peu plus compliqué que ça. Oui, je suis ici. Voilà, on a fait le tour du monde, donc très bien, j'ai beaucoup apprécié. Donc je voudrais un peu revenir sur notre vieille Europe, voir la France, et aussi à votre co-auteur Hubert Védrine. Très concrètement, comme vous, je regrette beaucoup qu'on a loupé le rapprochement avec la Russie en 89-90. Et je voudrais savoir comment vous interprétez le fait que la France ait réintégré l'OTAN en 2007. Alors, je me rappelle, justement, en voyant que, comme vous dites, on a déjà regretté, je pense, Hubert Védrine aussi. Je me souviens aussi, comme on est avec les amis du monde diplomatique, il y a eu un débat intéressant dans les pages du monde diplomatique entre Hubert Védrine et Régis Debray. Et j'avais beaucoup apprécié les deux positions parce qu'elles étaient logiques. Mais aujourd'hui, ne faut-il pas dire que c'était un échec? Parce que quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé en Syrie, que nos troupes ont été abandonnées par notre allié, les États-Unis, je suis un peu catastrophée. Non, vous avez parfaitement raison. La réintégration dans l'OTAN avait été décidée par Sarkozy pour se distinguer de Chirac et elle était censée amener un progrès de la défense européenne. Rien du tout. Ça n'a pas été le cas. Et là, Macron, vous l'avez peut-être entendu, on avez peut-être entendu parler, a fait un interview dans la revue anglaise, mais qui est en fait une revue mondiale, The Economist, c'est un hebdomadaire anglais, mais donc 90% de la publication est achetée à l'étranger en dehors du Royaume-Uni.
Et ils vendent à 1 500 000 exemplaires. Donc c'est le journal de la globalisation des élites financières et politiques globalisées, etc., ultralibérales. Et il dit l'OTAN est en état de mort cérébrale. Parce qu'effectivement, quand vous avez un président américain comme Donald Trump qui dit que l'OTAN est obsolète, si vous avez le chef du truc qui dit que ça marche plus, comment les membres vont dire si tout d'un coup, j'essaie de trouver un autre exemple, mais bon, si Bernard Quinçan venait dire le monde diplomatique doit disparaître et l'altermondialisme est mort, les membres quand même se diraient qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc là, vous avez Trump qui dit il n'y a plus d'OTAN, ça sert à rien, et effectivement, il n'y a plus de garantie de sécurité, et par ailleurs, il n'y a même plus de consultation. Il n'y a aucune consultation. Trump ne considère pas comme des alliés, mais comme des vassaux. Moi, le livre que j'ai publié en début d'année, qui s'appelait Requiem pour le monde occidental, c'est là-dessus, justement. C'est que ce concept de monde occidental qui existait pendant la guerre froide n'existe plus. Mais on en maintient la fiction. Et l'OTAN en maintient la fiction parce que les gens qui sont à l'OTAN ont intérêt à ce que ça perdure. Les États-Unis ont intérêt à ce que ça perdure parce que c'est une façon pour eux d'influencer les Européens. Et d'ailleurs, si Trump dit que l'OTAN est mort, le Pentagone, la CIA, le département d'État disent pas du tout ça. Ils disent non, on doit rester. Et tous ceux qui sont à l'OTAN disent oui. Je veux dire, les Dindes ne votent pas pour Noël, donc les gens qui sont à l'OTAN ne vont pas dire il faut arrêter l'OTAN. C'est pas bon. Donc Macron a constaté un fait, mais les structures et les structures mentales, le soft power américain, on parle parfois des réseaux russes en France. C'est une plaisanterie par rapport au réseau américain. Le pouvoir d'influence des États-Unis sur les pays européens, par le cinéma, par les think tanks, par les universités, il est sans commune mesure. Donc il faut justement sortir de la boîte pour penser différemment. Mais moi, la plupart de mes collègues sont atlantistes. Ils sont atlantistes parce que... Ah, pas du tout. Ah non, non, non. Oui, disons que Régis, ils sont très liés, ils sont très amis, mais Régis est encore plus... il est plus radical encore que Hubert, parce que d'une part, il n'a pas exercé... Hubert aussi, il a exercé des responsabilités, donc on ne peut pas sortir de l'OTAN comme ça. Dans le rapport qu'il avait remis à François Hollande en 2012, qui a justifié l'article de Régis, c'était on ne va pas ressortir de l'OTAN, on vient d'y rentrer, on ne va pas non plus... Voilà, c'est pas une pièce de Fédo avec les portes qui claquent, on rentre, on sort, etc. Mais ce que proposait Hubert, qui n'a pas été fait, c'est de peser plus au sein de l'OTAN, de plus titiller, de plus de s'opposer à la rupture de l'accord FNI, de faire des choses comme ça. Ça qui n'a pas été fait, par contre. Je vais passer la parole, mais juste une intervention alors, de ma part. Il y a un phénomène très, très nouveau cette année 2019. On a encore 5 minutes. Oui, 5 minutes. C'est ces soulèvements populaires qu'il y a partout à travers le monde. Alors, je commencerai par le Chili, qui est très particulier. Ce pays présenté jusqu'à il y a quelques mois comme le modèle de la réussite du système néolibéral mondialisé, où les populations explosent. Et ça fait un mois qu'il y a des manifestations permanentes, jusqu'à 1 million de personnes dans la rue à Santiago. C'est absolu. Et puis une répression policière qui est pas nulle. Bien sûr, il y a des gilets jaunes en France, mais c'est aussi en Algérie, c'est aussi à Hong Kong, c'est aussi en Bolivie, y compris, même si on peut considérer qu'il y a du... Mais cette révolte par rapport aux institutions, par rapport aux oligarchies, par rapport au pouvoir, c'est assez surprenant. Cette année 2019, c'est le cas en Colombie aussi maintenant. Enfin, voilà, au Liban, etc. C'est un élément nouveau, il me semble. On ajoute l'Algérie, le Soudan y compris. Oui. Et effectivement, c'est un effet de la globalisation. C'est qu'il y a à chaque fois des racines nationales et en même temps un effet global. Et ce qui est de commun, c'est une mobilisation par les réseaux sociaux. On n'a pas besoin d'être à la tête d'un journal pour pouvoir se mobiliser. Les réseaux sociaux permettent une mobilisation de masse, avec l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de leader qui se détache. Et regardez ce qui se passe en Algérie. Les gens sont contre les élections telles qu'elles se passent, mais ils n'ont pas été capables de déterminer un candidat qui se serait opposé à ceux qui se présentent, qui représentent une autre forme du régime. Donc la grande force, c'est la mobilisation horizontale par les réseaux sociaux. La grande faiblesse, c'est l'absence de leader. De toute petite. Premièrement, est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi on parle très très rarement des Ouïghours en Chine et des Rohingyas en Birmanie? Vous voulez dire qu'on en parle rarement en France? En France, oui. Le New York Times en parle, mais en France, on n'en parle pas. Deuxièmement, est-ce qu'il y avait Ronnie Broman la semaine dernière et qui nous a brillamment
décrit certains principes de non-intervention dans les conflits, en donnant le mauvais exemple de la Libye. Il y a le Yémen, tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des conflits, que ce soit Syrie, Iran, tout ça, dont on ferait bien de ne pas intervenir en tant qu'Occidentaux? Ah bah oui, partout. Enfin, je veux dire, sauf en Libye, au Mali, parce qu'on ne faut pas intervenir si on n'est pas invité. Parce que ça se passe mal. Voilà, si on n'est pas invité, on peut y aller si, comme en 90, il y a un accord de l'ensemble du Conseil de sécurité. Donc là, ce n'est pas que les Occidentaux. Les Occidentaux ne sont pas le monde, ils sont une partie du monde. Donc s'ils veulent continuer à imposer leur volonté aux autres, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché en Libye, ça n'a pas marché en Irak, et ça ne marchera pas ailleurs. Donc c'est pour ça que moi, quand certains disaient il faut y aller en Syrie, on va renverser Bachar, je trouve que c'était un remède pire que le mal. Parce que, bon. Et oui, alors on en parle quand même un peu des Ouïghours et des Rohingyas. On va plus parler des Ouïghours parce qu'il y a deux types de personnes qui parlent des Ouïghours. Ceux qui défendent les droits de l'homme et ceux qui sont hostiles à la Chine. Qui généralement se foutent du sort des musulmans, sauf en Chine. Mais les défenseurs des droits de l'homme, eux, en parlent. Et sur les Rohingyas, quand même, il y a eu de la mobilisation. Mais effectivement, il y a le sentiment que c'est loin, on comprend mal, mais c'est quand même pas le blackout total. On va peut-être arrêter là, vu l'heure. Je pense qu'il y aura une séance de dédicace tout de suite. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de Pascal Boniface. Et merci pour son intervention. Voilà. Vous venez d'écouter à l'instant Pascal Boniface, co-auteur avec Hubert Védrine de l'Atlas des crises et des conflits aux éditions Armand Collin. Tous deux ont déjà fait paraître l'Atlas de la France en 2011 et l'Atlas du monde global en 2015.